Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV dans l'actualité de ce samedi 2 novembre 2019. Aminata Mbengue Ndiaye promue à la tête du HCCT, le Haut Conseil des collectivités territoriales. Elle a été reçue au Palais de la République aujourd'hui. Le maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye, la remplace à la tête du ministère de la Pêche et de l'Économie maritime. Les professeurs d'éducation physique et sportive lèvent le mot d'ordre de grève de la faim entamé depuis jeudi dernier devant le ministère des Sports. Ils ont reçu la visite du sous-préfet de Dakar Plateau et du président de la Commission nationale de l'éducation physique et sportive. Ces professeurs réclament leur recrutement dans la fonction publique. À 23h, le Sénégal affronte le Japon en match de première place dans la poule D au mondial U17. À noter que les Lionceaux sont déjà qualifiés en huitième de finale. Les mots de leur entraîneur Malik Daf à suivre dans ce journal. Le développement, c'est dans un instant. Près de 4 mois après le décès de Ousmane Tanor Dieng, le Haut Conseil des collectivités territoriales a un nouveau président, une femme, Aminata Mbengue Ndiaye, comme on s'y attendait. Elle occupait jusque-là le fauteuil du ministère de la Pêche et de l'Économie maritime. Son collègue du Parti socialiste et maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye, la remplace à ce poste. Portrait croisé de ces deux figures, signé Papa Lunsar. Le fauteuil du Haut Conseil des collectivités territoriales porte toujours les couleurs du Parti socialiste. Aminata Mbengue Ndiaye remplace Ousmane Tanor Dieng. Cette chaise vide depuis le 15 juillet 2019 connaît aujourd'hui son propriétaire. La décision était entendue, mais le président de la République a ciblé une femme politique sénégalaise qui a toujours été au service de son parti. Aminata Mbengue Ndiaye est une femme du Sérail. Son terrain de jeu favori reste la politique. C'est dans le gouvernement de Habib Thiam qu'elle se dévoile en tant que ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille sous l'ère Abdou Diouf. Depuis lors, Aminata Mbengue Ndiaye s'est naturellement fait une place dans le champ politique sénégalais. L'ancienne maire de Louga n'a jamais abandonné la banderole verte qu'elle a l'habitude de porter, ce qui montre son engagement sans faille aux valeurs socialistes, même dans les moments où le navire des Verts était en eau trouble. Avec Ousmane Tanor Dieng, cette dame de fer a tenu la barque pour ne pas être noyée par la déferlante vague bleue lors de l'alternance démocratique menée par les libéraux, une fidélité dont Aminata Mbengue Ndiaye récolte désormais les fruits. Elle a été ministre de l'élevage et des productions animales pendant plus de 7 ans, avant d'être nommée récemment ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, un poste qui revient aujourd'hui à son frère de parti, Alioune Ndoye. Le maire de Dakar Plateau entre pour la première fois dans le gouvernement de Macky Sall. L'homme franchit un échelon dans sa carrière politique, lui qui n'a occupé que la fonction de maire. Le désormais ministre de la Pêche avance sûrement et lentement ses pions au Parti socialiste, mais aussi dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Depuis 2014, les professeurs d'éducation physique et sportive courent derrière un recrutement dans la fonction publique. Mais puisque rien n'a évolué depuis lors, ils ont entamé une grève de la faim jeudi dernier devant les locaux du ministère des Sports. Mais le mot d'ordre a été levé ce samedi puisque ces professeurs ont reçu la visite du sous-préfet de Dakar Plateau et du président de la Commission nationale de l'éducation physique et sportive. Mamadou Gakassé nous fait le compte-rendu. Ces professeurs d'éducation physique et sportive, diplômés du CNEPS de Thiès depuis 2014, couchés sur ces nattes en face du ministère des Sports, réclament le recrutement dans la fonction publique. C'est depuis jeudi soir, nous avons entamé une grève de la faim. Parce que depuis qu'on est arrivé là, on est déterminé à aller jusqu'au bout. C'est la raison pour laquelle, même pour boire de l'eau, les collègues ont refusé. Donc on a décidé de ne pas manger, on a décidé de ne pas boire. Nous sommes là pour une grève de la faim. Après avoir écoulé toutes les cartes diplomatiques, nous avons décidé de faire une grève de la faim. C'est pour réclamer notre recrutement dans la fonction publique et dénoncer en même temps les chargés de cours et dénoncer également l'exemption des cours et des classes en EPS. Le sous-préfet de Dakar, informé, s'est dépêché sur les lieux pour les demander de quitter.
En contrepartie, il leur a promis de porter leurs doléances auprès de ses supérieurs. Le motif de ma présence, c'est qu'actuellement, là où ils ne sont pas dans leur établissement, ils sont sur la voie publique. Notre souci d'abord, c'est qu'ils puissent non seulement quitter la voie publique, qui n'est pas quand même une voie appropriée pour les futurs éducateurs, d'une part. Ensuite, voir des autres voies et mesures quand même appropriées pour voir comment quand même négocier et voir ce qui est possible de faire au niveau de l'État. Je les ai demandé quand même qu'ils me fassent un mémorandum, à l'issue duquel le mardi, en fin de matinée, nous devons nous retrouver pour me permettre de faire un compte rendu fidèle à mes supérieurs, n'est-ce pas, qui auront à la charge de cette question et voir dans quelle mesure peut-être des réponses appropriées pourront être apportées. En plus du sous-préfet, le président de la Commission nationale de l'éducation physique et sportive est venu les assister. Mais il est contre la grève de la faim. Après une formation, en principe, on doit être recruté à la limite du possible. D'autant plus que le système a besoin d'eux. Non seulement c'est des experts dans la discipline, non seulement ils ont été formés à bonne école, mais avec le manque criard d'enseignants dans la discipline, il est évidemment question de les recruter. Ne pas les recruter serait la plus grosse hérésie qu'on commettrait et on n'est pas en mesure de le faire. Une grève, vraiment, ce n'est pas souhaitable. Surtout une grève de la faim qui doit être la dernière arme. La dernière arme. Et je leur ai dit que même si on devait lutter, cette forme de lutte, il faudrait s'en dissuader. Dans la mesure où on ne peut pas s'affaiblir et vouloir régler une chose en étant en dehors de la chose. Au nombre de 179, ces professeurs d'éducation physique et sportive, diplômés du CNEPS de Thiès depuis 2014, exigent le recrutement immédiat dans la fonction publique. Ils attendent de voir ce que la rencontre avec les autorités prévue mardi va donner. Mamadou Guekassé, merci. En Conseil des ministres mercredi dernier, le chef de l'État a abordé la problématique du loyer puis a donné des instructions pour que les actions soient intensifiées. La loi sur la baisse du prix du loyer a été votée en 2013, mais jusqu'à maintenant, les coûts sont toujours aussi exorbitants. Les portefeuilles des locataires souffrent énormément. Un coup de gueule exprimé dans ce reportage signé Oumar Kane et Sidignan. Pour les locataires, la loi sur la baisse du loyer n'a rien changé. Pire, ils pensent que les propriétaires ont tout simplement berné l'État du Sénégal. C'est un échec terrible. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'au début de la loi, les bailleurs ont diminué le loyer conformément au prix qui a été indiqué par le gouvernement. Mais après cela, ils ont utilisé des stratagèmes pour pousser les locataires à sortir et après surévaluer le prix du loyer, qui est maintenant devenu quasiment inaccessible dans le département de Dakar. Imagine-toi avec un SMIC de 50 ou 100 000 francs, un salaire minimal de base de 200 000 francs. Si tu vas te retrouver avec deux chambres pour payer 200 000 francs, comment tu vas faire pour vivre tout le mois? Tu n'as pas encore payé les factures d'électricité, les factures d'eau, la dépense quotidienne et les imprévus, la santé, etc. Mais les gens ne s'en sortent pas. Nous avons la tête sous l'eau. Si ces locataires ont du mal à s'en sortir, c'est parce que l'État a échoué dans le suivi. Quand vous votez une loi, il faut d'abord qu'il y ait un suivi. C'est ça la moindre des choses. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons aujourd'hui au Sénégal, c'est-à-dire que le gouvernement vote des lois, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de suivi. Et ça, c'est un problème qu'il faut régler à l'immédiat, je pense. L'autre problème à régler dans l'immédiat, c'est le privilège que les propriétaires accordent aux étrangers. Aujourd'hui, les locataires, c'est-à-dire ils privilégient les étrangers. C'est pas normal. Même si tu cherches quelque part que tu n'es pas privilégié, ce sont les étrangers qui sont privilégiés. Ceci aussi, c'est un problème extrêmement grave qu'il faudrait revoir. Et c'est parce que les étrangers payent beaucoup plus et sont plus réguliers. C'est parce que peut-être étudiants étrangers, c'est parce que les étrangers payent beaucoup plus. Là où un étranger peut facilement casquer 200 à 250 000 francs pour prendre un appartement ici, le Sénégalais ne peut pas se le permettre. En plus, il paye juste à la fin du mois, là où le Sénégalais te fait traîner jusqu'au 15. C'est pour toutes ces raisons que les propriétaires préfèrent louer leur appartement aux étrangers. Le loyer au Sénégal continue d'être un casse-tête, aussi bien pour les locataires que pour l'État du Sénégal.
L'État qui a du mal à faire respecter la loi sur la baisse du prix du loyer. Les locataires attendent de voir l'aboutissement des nouvelles instructions données par le chef de l'État, allant dans ce sens. Des Sénégalais se sont aussi pris au piège entre les mailles des filets des institutions de microfinance. Ces dernières sont pourtant censées constituer des relais ou plutôt des alternatives pour toutes ces personnes exclues du système banquier classique. Mais les taux d'intérêt qui leur sont appliqués sont exorbitants aux yeux de l'État puisque le président Macky Sall l'a lui-même dit. Il a parlé de taux d'intérêt qui vont juste entre 12 et 14%. Les clients témoignent dans ce reportage de Tidiane Sissé et Moussa Fall. Moustapha Diagne est un client d'une banque depuis des années. Ce matin, il est venu faire une opération. Pour lui, les taux d'intérêt des banques sont trop élevés. Je pense que c'est trop élevé par rapport à ce que vous déposez quoi. D'ailleurs, ils perdent chaque mois 10 000 francs sur votre compte chaque mois. 10 000 francs chaque mois, ça fait 120 000 par l'année. Au Sénégal, les taux d'intérêt des institutions de microfinance vont parfois jusqu'à 12%. Trop élevés aux yeux de l'État. On constate que partagent les clients de banque. C'est trop difficile, quoi. Ça devait être moins de 10%. Je fais souvent des opérations bancaires, mais dans les banques, il y a trop de tracasseries. Et puis les taux d'intérêt sont trop élevés, les banquiers ne travaillent pas. Mais avec ce genre de système, nous ne pouvons pas nous développer, ce n'est pas possible. Si je compare le Sénégal à d'autres pays que je connais en Afrique de l'Est, les taux d'intérêt et les charges sont moins élevés, par exemple au Kenya, en Tanzanie qu'au Sénégal. Ça, je peux dire. Parce que j'ai eu à utiliser ces services là-bas et ici. Pour réduire ces taux, les clients proposent de s'inspirer du modèle anglo-saxon qui a déjà fait ses preuves. Peut-être apprendre des autres. En tout cas, les banques qui sont ici, certaines sont présentes en Afrique de l'Est. Peut-être que, apprendre de ce qui se fait dans ces pays anglophones et peut-être voir qu'est-ce qui est applicable dans l'environnement francophone. Les banques, je vous dis, ce sont des arnaqueurs. 12, 13, parfois même 14%. Ils sont nombreux, les institutions de microfinance qui relèvent ces taux d'intérêt sur les comptes des clients. Les services financiers de l'État sont appelés à œuvrer pour que ces taux ne dépassent plus les 6%. La commission parlementaire énergie et ressources minérales vient de lancer des séances de travail autour de la législation minière au Sénégal. Des missions d'études seront organisées de manière périodique. La société civile sénégalaise compte aussi jouer sa partition dans les campagnes de sensibilisation et de plaidoyer pour une meilleure politique minière au Sénégal. Abdourahmane Li. Les enjeux sont énormes avec ces découvertes de pétrole et de gaz au Sénégal. Ces députés semblent être conscients de ces enjeux avec la mise sur pied d'une commission énergie et ressources minérales. Une commission qui compte se pencher sur la législation minière de façon sérieuse. Nous n'aurons pas un rôle passif, dans la mesure où la Constitution de 2016, en dehors de l'activité législative, nous a attribué aussi l'évaluation des politiques publiques. Et nous allons en tout cas être une commission très active déjà. Avec les différents ministres, nous allons avoir des séances de travail, avoir un calendrier de travail. Nous ferons aussi des missions d'études, des missions d'information. Et nous ferons de telle sorte que la mission qui nous est confiée par le peuple sénégalais soit remplie. La société civile compte jouer pleinement son rôle dans cette mission des parlementaires. Il y a un besoin pour les organisations de la type de pousser davantage pour amener les parlementaires à être beaucoup plus sensibilisés sur ce qu'on appelle souvent les TBS par exemple, ce qu'on appelle les traités bilatéraux d'investissement qui portent préjudice un peu aux citoyens. Pour sa première rencontre, la commission a convié des experts dans le domaine minier. Une réunion au cours de laquelle ces derniers ont permis aux députés de savoir les points qui méritent une attention particulière. Constater qu'à l'épreuve de la pratique aussi, il y a beaucoup de lacunes qu'il faut corriger, aussi bien en amont qu'en aval de la législation minière. Il a parlé de l'attribution des titres miniers, du régime fiscal, mais aussi des différents fonds qui ont été mis en place et dont la plupart ne fonctionnent pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a un vaste chantier. Il
tout cas, ça nous a permis aux parlementaires d'avoir une vision globale du secteur des mines, et surtout en matière de législation. Une séance de travail qui ouvre d'autres perspectives avec le même collaborateur financier, Oxfam, dans le sens d'approfondir les thématiques pour une meilleure politique minière au Sénégal. Merci Abdourahmane. Le Gamou 2019 est prévu ce samedi 9 novembre 2019. La nuit dernière, les allées du centenaire ont abrité le bourde populaire. Des louanges à Allah et à son prophète ont retenti dans ces lieux. Plusieurs centaines de fidèles tidianes ont répondu à l'appel. Nos équipes y étaient aussi. Cheikh Hassan Afal Barasso. Ils sont venus en masse envahir les allées du centenaire. Des fidèles remplis de joie en exaltant le nom du Tout-Puissant. Je suis plus qu'heureux en venant ici, surtout en voyant tous ces fidèles assis. On ne peut qu'être heureux en venant ici, surtout en voyant toutes ces personnes-là. J'ai le cœur rempli de joie et je suis ému. Un bourde organisé dans un endroit mythique de la nation pour délivrer un message fort. Faire ce bourde à cet endroit est plus que représentatif, car nous savons tous ce que représente cet endroit pour la nation. Et à chaque fois qu'il y a eu des manifestations ou bien des heurts dans la nation, tout le monde se rappelait des paroles de Serigne Abdoulaziz Sy, qui était un régulateur social avéré. Donc faire un bourde à cet endroit n'est que bénéfique pour la tariqa, mais aussi pour toute la nation. Des fidèles qui pensent que ces bourdes doivent servir de bain spirituel pour purifier la nation. Ces bourdes doivent nous apprendre beaucoup de choses. Toute personne qui était dans le mauvais chemin doit pouvoir se redresser après avoir participé à ces bourdes-là. Au sortir des bourdes, chaque personne doit pouvoir se jauger et se dire que s'il était mauvais sur un point, il doit faire en sorte de devenir meilleur et de devenir un meilleur homme aussi. En 2008, Feu Serigne Abdoulaziz Sy Al Amine recommandait la décentralisation du bourde, ce qui explique depuis les rassemblements qui scandent le nom d'Allah partout à Dakar et ses environs, dans la décade qui précède chaque année la célébration de la naissance du prophète, paix et salut sur lui. Le bourde populaire a aussi fait l'affaire des commerçants des allées du centenaire. Ils en ont profité pour évacuer leur lot de tapis de prière et de chapelets. Omar Khan, Barasso au reportage. Tapis de prière et chapelet. Voilà deux articles qui se vendent facilement lors des événements religieux. Le bourde populaire n'a pas fait exception à la règle. La vente marche assez bien, même pour le moment, on ne se plaint pas. Tout se passe bien pour le moment. À vrai dire, j'ai écoulé presque tout mon stock. Il me reste là que 3 tapis. La vente de tapis de prière et de chapelets, un choix qui n'est pas fortuit pour ces marchands. Les Tidjanes sont vraiment férus de chapelets. Certains peuvent en acheter alors qu'ils en ont déjà. Quand ils arrivent sur place et qu'ils n'ont pas d'endroit pour s'asseoir, ils achètent mes tapis. Et c'est super. En attendant le Gamou de Tivaouane, ces commerçants ont déjà écoulé une bonne partie de leurs marchandises. Et dans le reste de l'actualité, la LONASE a tenu sa 5e édition des Olympiades à Hambourg. Le thème de cette année, le sport à la LONASE, un autre style de vie. Le directeur général Amadou Sambakan a présidé la cérémonie, sa satisfaction exprimée au micro de Aliou Khan. Chaque année, nous avons ce qu'on appelle un plan stratégique de développement qui est basé sur une période 2019-2021. Nous avons également à cela un contrat de performance c'est un contrat que nous avons signé avec l'État, contrat qui dit que nous avons des obligations, l'État également a des obligations, nous avons des objectifs qui nous sont fixés. On se dit par exemple cette année il faut avoir 100 milliards de chiffre d'affaires par exemple. On s'est dit il faut former des gens. On s'est dit il faut améliorer nos structures. On s'est dit il faut construire des bâtiments pour abriter nos locaux,
pour éviter que nous soyons des locataires quelque part. Alors tous ces objectifs-là, en termes de chiffre d'affaires, en termes d'investissement à faire, en termes d'amélioration de la situation des travailleurs, tous ces objectifs que nous nous fixons chaque année, Dieu a fait, je remercie le bon Dieu, chaque fois nous atteignons ces objectifs-là et nous les dépassons. Et nous passons aux actualités des sports basket chez les dames. Une semaine après son premier sacre en championnat national devant le Dakar Université Club, l'ASC Ville de Dakar affronte actuellement le Saint-Louis Basket Club en finale de la Coupe du Sénégal. Le club de la municipalité va essayer de réaliser un doublé Coupe Championnat cette année. Au football, Coupe du Monde U17, la première place du groupe D disputée tout à l'heure à 23h. Le Sénégal, le leader avec 6 points, va faire face au Japon, deuxième avec 4 points. Les Lionceaux n'ont besoin que d'un petit point pour s'adjuger, la première place de ce groupe. Mais la victoire est source de motivation pour leur entraîneur Malik Daf que nous allons écouter. Il est joint par Malik Tchandoum. L'objectif, c'est de rester toujours dans cette dynamique de victoire, c'est-à-dire de continuer à gagner. Ouais, c'est vrai que l'objectif aussi reste encore d'être premier, comme on dit. Nous voulons être toujours dans la continuité de ce qu'on a commencé, donc on est toujours dans cette optique. Je pense qu'on sait déjà que le Japon est une bonne équipe, c'est une équipe très physique avec des joueurs qui sont très vifs, très rapides et puis qui courent énormément sur le terrain. Mais comme on dit, nous aussi nous avons des jeunes joueurs qui ont cette capacité aussi de répondre à cette tactique, donc je pense que on va faire tout pour essayer de gagner ce match parce qu'il est aussi important que les autres matchs passés. Parce que si on gagne ce match, on est leader de cette poule et aller avec 3 victoires, c'est important aussi pour la confiance. Je pense que c'est important pour les jeunes de rester dans cette dynamique de victoire et de continuer à gagner. Ça va faire une bonne confiance pour la suite de la compétition. Sinon, comme on dit, on a un bon groupe. Comme je l'avais dit au départ, toutes les équipes, tous les jours se valent. Bon, on va voir avec ceux qui ont des cartons jaunes. Mais je pense que le groupe changera, mais pas tout le monde quand même. Mais on essaiera de faire jouer d'autres pour reposer encore d'autres. Je pense que c'est ça le plus important. Mais ce qui est important, c'est de ne pas tout casser, de ne pas tout chambouler. Bon, d'avoir aussi un noyau qui va rester pour accompagner les autres et pour essayer de gagner ce match, Inch'Allah. Rugby, à présent, l'Afrique du Sud sur le toit du monde. En finale du mondial qui s'est tenu au Japon, les Sud-Africains ont battu les Anglais 32-12 et deviennent champions du monde pour la 3e fois de leur histoire après 1995 et 2007. Une compétition quasi parfaite pour les Springboks qui avaient pourtant débuté par une défaite devant les All Blacks. Et ce soir, nous retrouvons Khalifa Djahaté pour la page internationale. Parlons de cette attaque meurtrière de vendredi. Le bilan s'est alourdi. Au moins 49 personnes tuées. Aucune revendication pour l'instant. C'est l'attaque la plus meurtrière perpétrée au Mali depuis plusieurs années. L'armée malienne a d'abord donné un bilan provisoire de 15 morts avant de parler de 35 victimes. Plus tard dans la soirée, et à Sangaré, ministre de la Communication, a fait état de plus de 50 morts dont un civil. 20 soldats auraient survécu. On compte également plusieurs blessés évacués à l'aide des forces internationales. À la mi-journée, les forces maliennes occupaient de nouveau leur position. Les premiers renforts nationaux sont arrivés sur place vendredi en fin d'après-midi. Les dégâts matériels sont importants du côté des forces de défense et de sécurité du Mali, les FAMA. Plusieurs véhicules ont été emportés par les assaillants. Le président Keïta a déjà reçu des responsables chargés des questions sécuritaires. Ce samedi, il devait encore présider une réunion de crise, souligne RFI. L'attaque a eu lieu à Indeliman, une localité du nord-est située à mi-chemin entre 2 cercles, Mineka et Ansogo, à une centaine de kilomètres au nord de la frontière avec le Niger. Guinée-Bissau, la campagne officielle pour l'élection présidentielle du 24 novembre a débuté ce samedi. Démarrage en plein bras de fer entre le président Vaz, qui a nommé son propre gouvernement, et le Premier ministre Gomes limogé.
en début de semaine, mais soutenu par la communauté internationale. Le début de campagne est plutôt timide. 12 candidats sont en lice pour ce premier tour de la présidentielle. Les partis d'opposition qui manifestaient il y a tout juste une semaine pour demander le report de l'élection ont finalement décidé de respecter le calendrier. Une délégation ministérielle de la CEDEAO va tenter de trouver une sortie de crise à Bissau. Elle est conduite par le ministre des Affaires étrangères du Niger, Kala Ankourao, doit arriver dans la capitale dans la soirée. Une partie de la délégation est déjà sur place depuis vendredi soir. Elle doit rencontrer les principaux responsables des partis ainsi que le président de la commission électorale. Les forces armées de la RDC ont annoncé avoir lancé depuis mercredi les opérations dites de grande envergure contre les groupes armés locaux et étrangers actifs dans l'est du pays. À travers cette initiative, elles espèrent mettre fin définitivement à l'insécurité dans cette région fragilisée par des années de conflits armés. Le gouvernement annonce avoir quasi doublé l'effectif de l'armée dans la région. On compterait aujourd'hui environ 21 000 soldats à Beni, contre près de 11 000 précédemment. Selon une source militaire, les troupes ayant passé plus de temps dans cette partie du pays seront progressivement relevées. Et puis enfin, cette agression au couteau dans un commissariat de La Réunion. Une enquête est ouverte pour apologie du terrorisme. L'homme d'une vingtaine d'années a agressé ce samedi une femme à l'arme blanche en criant Allahu Akbar dans un commissariat de Saint-Denis de La Réunion. Il a été interpellé et placé en garde à vue. L'agresseur n'a pas fait de blessés. Merci beaucoup Khalifa Diakhaté pour toutes ces actualités internationales. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie à suivre la météo hier. Et ce soir, Seydi Elhaj Maliksi nous inspire. À 21h30, votre émission BBL, Beauté, Bien-être et Loisirs, une émission présentée par Sophia Ba et Koumba Sek. Et pour d'autres infos, à minuit, Djuki Pribari avec Baba Ndiaye. Moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h45 sur ITV. Bonsoir.